relation avec la musique et avec les compositeurs de musique concrète ici en Amérique du Sud, qui est plus avancée, disons, que l'Europe, ou différente que l'Europe. Vous dites la relation entre des compositeurs de différents pays ou la relation avec la vibration de la nature, est-ce qu'elle a une relation sur les compositeurs ici en Amérique du Sud? Bon, je ne suis pas sûr, enfin je suis sûr qu'il y a plusieurs compositeurs qui vont dire que c'est pas vrai. Enfin, moi personnellement je trouve ça. Je trouve ça, et même quand j'habite à São Paulo, enfin, c'est peut-être un des villes les plus européennes de l'Amérique du Sud. Mais de toute façon, je trouve que ça c'est différent, de cette façon. Il y a, tu sais, il y a toujours la magie. La magie, c'est une chose très forte dans toute l'Amérique du Sud, à cause justement des Indiens, des Noirs. Et que dans l'Europe, la magie, c'est tout à fait une chose tout à fait sophistiquée. On dirait après les alchimistes, n'est-ce pas? Mais pas la magie enfin, vivante qui est toujours ici, n'est-ce pas? Au Brésil spécialement, mais aussi dans les autres pays. Alors ça fait partie aussi de la nature. N'est-ce pas? Les dieux noirs, nègres, sont des dieux de la nature. N'est-ce pas? Et chacun, ça fait une ligation directe avec la nature. Alors, enfin, dans le peuple, ça c'est une chose tout à fait plus forte, cette relation avec la nature. Et dans les compositeurs, enfin, quand ils sont en train d'interpréter ce peuple, enfin, ou même de vivre avec, ça va devenir aussi une chose importante. Est-ce que nous pouvons un peu parler maintenant des compositeurs qu'il y a ici en Amérique du Sud qui font de la musique électroacoustique, et puis quels sont les pays les plus importants sur le plan musical? Oui. Bon, premièrement, je pourrais faire une petite histoire de la musique électroacoustique dans nos pays. Il y a deux types de compositeurs. En fait, ceux qui vont étudier dehors, c'est tout le monde de ma génération, car il n'y avait pas encore des étudiants ici. Mais depuis 1960, ça a commencé, premièrement, à l'Argentine. C'était le premier studio de musique électroacoustique, justement, dans l'Institut Torquato Di Tella. C'était un studio, enfin, très intéressant, de type lutte traditionnelle. On faisait de la musique concrète, commençait avec des instruments électroniques aussi. C'était un compositeur très intéressant qui s'appelle Francisco Kröpfel, qui travaille là. Et des autres aussi, Gandini, Mauricio Edkin, plusieurs d'autres. Tout de suite, un compositeur chilien qui s'appelle José Vicente Azuar, qui a travaillé, qui a étudié en Allemagne, premièrement que moi, avant que moi. Et il organisait un studio à Chili, justement, dans ce temps-là. Et il a même organisé un autre studio à Caracas, à Venezuela. Depuis ça, il y avait aussi un petit studio à Mexico, à la ville de Mexico. Et comme studio organisé, c'est tout. Et après ça, enfin, l'évolution des synthétiseurs a pu permettre de faire des studios plus synthétiques. Ça veut dire seulement un, deux, trois synthétiseurs avec un enregistrement convenable pouvait faire un studio. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, ça se rend beaucoup plus facile avec la digitalisation, je veux dire l'ordinateur qui travaille, enfin, le micro-ordinateur, c'est pas si cher, enfin, en relation avec les autres instruments. Alors, il y en a plusieurs. Au Brésil, il n'y a pas aucun studio officiel. Ça veut dire dans des universités, dans des radios, il n'y a pas. Il y a seulement, ici à São Paulo, c'est mon petit studio, et à Rio, il y en a aussi 2, je crois. Et c'est tout. À Brasilia, il y a un tout petit studio aussi avec un compositeur qui s'appelle Jorge Antunes. À Rio, les 2 studios sont un à Vania Dantas Leite, qui est une compositrice très intéressante de là, et aussi des jeunes compositeurs, 2 jeunes compositeurs qui travaillent ensemble, qui sont Rodolfo Caesar et Tato Taborda. C'est un très jeune compositeur, entre 20 et 30 ans. Les studios de Buenos Aires, ceux qui appartenaient à l'institution Torquato Di Tella,
Il a fini depuis 15 ans, je crois. Mais les studios, enfin, ces machines, ils ont changé d'adresse plusieurs fois. Et maintenant, ils sont dans un studio qui appartient à la ville de Buenos Aires, et dans lequel il y a aussi maintenant des jeunes compositeurs qui font des études et de travail. À Montevideo, il y a un tout petit studio, pas digitalisé mais analogique, avec synthétiseur, avec quelques Revox, dans lequel on travaille. Bon, je crois que c'est tout. À Venezuela, à Caracas, il y en a un compositeur très intéressant qui s'appelle Eduardo Kuznir. Il est d'Argentine, mais travaille là depuis longtemps. Et qui aussi est en train d'enseigner pour des gens compositeurs la musique électroacoustique. Mais de toute façon, je crois que la chose la plus importante, c'est la possibilité qui a donné la technologie de la digitalisation, n'est-ce pas, dans laquelle vraiment c'est plus facile à faire seulement. Enfin, il y en a avec les ordinateurs des programmes préorganisés avec lesquels les compositeurs ont possibilité d'apprendre. Ça veut dire de faire des expériences, même chez eux ou dans des tout petits studios. Alors, quel genre de composition tu fais dans la musique électroacoustique et dans quelle direction penses-tu aller avec ta musique? Bon, enfin, je dirais que c'est dans des différents chemins. L'année passée, je fais un œuvre pour synthétiseur orchestre, par exemple. Je voulais bien travailler avec l'orchestre, mais aussi avec le timbre spécial de synthétiseur. Ça, c'est bien aussi. Je travaille beaucoup aussi avec de la voix, avec une chantatrice que j'aime bien, qui c'est Anna Maria Kiefer, dans laquelle je faisais déjà plusieurs travaux, et nous sommes en train d'organiser maintenant une autre, justement avec l'ordinateur réel. Ça veut dire, je vais prendre sa voix, je vais la transformer avec le synthétiseur, des synthétiseurs, des appareils, différents appareils pour travailler la voix. Et tout ça va être dirigé, organisé par l'ordinateur, lequel je vais travailler en vif. Ça veut dire, je vais faire des changements, enfin diriger le changement de la voix en vif. Ça veut dire que ce n'est pas une chose fixée, mais je peux changer en mesure qu'elle fait des improvisations, par exemple, avec la voix. Je ferai aussi en même temps, je ferai aussi des transformations avec l'ordinateur. Et ça me permettrait alors de travailler en même temps avec la voix vive, ça veut dire les auditeurs vont entendre la voix chanter, et en même temps les changements, enfin l'accompagnement, je peux dire, la musique que je ferai avec sa voix et avec des synthétiseurs, n'est-ce pas, transformés et dirigés par l'ordinateur. Aussi, je faisais des travaux plus, on dira, de multimédia dans la Biennale de São Paulo passée, pas la dernière, mais l'autre. Je faisais un travail très intéressant qui s'appelait le cercle magique rituel de musique pour 20 synthétiseurs ensemble. Ça veut dire que c'était un cercle dans lequel il y avait 20 musiciens, chacun avec son synthétiseur. Et c'était une chose rituelle, je veux dire. Imaginez un peu comme un cercle de druides, n'est-ce pas? Chacun était un magicien qui faisait des choses avec ses instruments, on changeait, enfin, c'était une chose rituelle. Ça durait presque une demi-heure. Ça, c'est très, très intéressant. Les gens ont beaucoup aimé. Enfin, c'était au milieu de la Biennale. Alors, on voyait ça même un peu comme une chose, comme une chose de sculpture, n'est-ce pas? Et aussi que la musique qui s'était faite en même temps. Depuis ça, dans la dernière Biennale, je faisais un travail aussi de spatialisation de la musique. C'était automatique. Ça veut dire des gens qui passaient dans des rayons de lumière, et quand on passait, on faisait des ombres. Et ces ombres permettaient de faire une transformation automatique des sons
synthétiseurs organisés. Alors, les gens, quand on passait dans les rayons, ils faisaient les transformations de la musique. Alors, c'était une musique faite, improvisée par les gens. Beaucoup de gens voulaient rester là plus longtemps, essayant ce qu'ils vont faire, et ça changeait toujours. C'était très joli. Alors, si tu imagines, on va continuer à rêver. Oui, j'imagine vraiment. Enfin, il y a là déjà plusieurs gens qui font ça. Nicolas Scheffer, en France, il aime beaucoup, mais j'imaginais de faire une place publique musicale. Une place, enfin, dans São Paulo peut-être, dans laquelle les gens passaient pendant des différents lieux, et ça, en passant, ils changeront l'ambiance musicale. Ça veut dire ou savoir, ou même, enfin, pour être plus près de quelques censeurs, n'est-ce pas? Ou pour y aller sur des censeurs, ça ferait des changements. Et c'était une façon automatique qui fonctionnait tout le temps. Il ne donnait pas une musique très, très, très forte et dense, mais seulement quelques petites choses, comme des oiseaux, enfin, comme des petites choses, des sons, comme ça, pour faire l'ambiance de la nature, de l'humour, n'est-ce pas? Lorsque tu travailles avec Anne-Marie Kieffer, est-ce que vous travaillez sur des textes écrits par des auteurs ou des poèmes, ou est-ce que c'est de l'improvisation totale d'après ton travail? Parfois avec des poètes, mais la plupart c'était des improvisations, ou on dirait demi-improvisation, ça veut dire on travaille avec quelques matériels, on sait ce qu'on peut faire avec, alors on fait une organisation, un guion, n'est-ce pas, dans lequel on change le matériel et on change les transformations. La plupart on fait comme ça. Ça veut dire une organisation, après un peu improvisée, mais aussi un peu travaillée en avant. Quand on fait des poètes, il est toujours plus fixe, n'est-ce pas? Alors, on a parfois fait ça, mais de façon différente, ça veut dire, il chante d'une façon fixe le poème, et je fais la musique improvisée sur ça, mais sans être ensemble. Je veux dire, je fais une espèce de contrepoint. C'est-à-dire que, avec toutes les explications que tu nous as fait, disons, l'ordinateur pour toi est absolument important. C'est chaque fois de plus. Chaque fois qu'on voit des possibilités toujours plus fortes, plus grandes, je trouve chaque fois la plus importante. Maintenant, quand je fais des concerts, je vais avec l'ordinateur aussi, avec un concert, n'est-ce pas? Et quels sont tes instruments principaux, ou quel est ton instrument principal? Maintenant, comme on dit ordinateur, c'est un Macintosh. C'est le plus joli, je trouve le plus intéressant pour travailler avec. Et je travaille avec des synthétiseurs des dernières générations, c'est les Roland D50, qui est un mix de synthétiseurs avec des timbres fixes et des timbres organisés. Alors je peux mixer des timbres d'orchestre peut-être avec les autres que j'invente moi-même. Et aussi un tout petit instrument aussi de la Roland qui s'appelle le MT32, qui fonctionne comme un multi-instrument. Ça veut dire qu'il travaille avec 8 instruments en même temps. 7 instruments et encore une batterie, percussion. Et on peut alors organiser, diriger chaque de ces 8 instruments avec une voix différente, musicale, dans laquelle on peut, enfin je travaille, quelques de ces voix sont fixées, dirigées par l'ordinateur, et des autres sont improvisées aussi avec un programme spécial de l'ordinateur, qui me permet alors de changer à chaque moment ce que je fais. Est-ce que tu travailles aussi avec, disons, des bruitages de la nature que tu complètes avec ton travail? J'ai travaillé ça déjà plusieurs fois. Et j'aime bien ça, mais au moment où je suis ici au présent, je me sens tout à fait subjugué par les possibilités de l'ordinateur. Alors, je crois que la nature devrait attendre un peu pour la reprendre. Bien sûr, je vais la reprendre et je vais essayer justement de la mettre dans le synthétiseur. Alias, j'ai déjà essayé de faire ça. Il y a des synthétiseurs spéciaux, des samplers, qui permettent de prendre des sons, n'importe lequel, les mettre là-dedans, les travailler avec
le clavier. Et aussi avec l'ordinateur. Et ça, c'est je fais. Mais tu sais, quand je travaille même avec les claviers, la musique, elle n'est pas tout à fait instrumentale. Il y a toujours des sons qui sont beaucoup plus, plus vieux, plus autochtones, des sons que je trouve même plus mythiques et que je peux travailler avec le synthétiseur en temps réel. Et au début, lorsque tu as... Alors, justement, on parlait justement tout à l'heure que justement, la gravation de disques était un peu compliquée en Amérique du Sud, aussi que ça touchait éventuellement qu'une certaine élite de personnes. Tu fais peut-être des cassettes ou tu fais surtout des concerts? Oui, plutôt des concerts. On travaille avec un petit groupe que nous appelons le Nucleo Musica Nova et que nous faisons plusieurs concerts pendant l'année dans des différentes villes, à São Paulo aussi dans des autres, dans lesquels on fait parfois de la musique électroacoustique, mais parfois aussi un mixage de l'électroacoustique avec la musique instrumentale. C'est difficile toujours d'avoir de l'argent pour l'organiser. Ça veut dire c'est difficile d'être professionnel avec. De toute façon, enfin, quand on fait, on a un public pas mal. Enfin, quand on travaille pour avoir le public, ça veut dire on annonce, on fait des annonciations dans les journaux, dans la radio. Enfin, on fait 5 ou 7 concerts par année. Est-ce que ces concerts sont bien visités par le public? Quand on réussit à avoir une bonne préparation, oui, on a 200, 300 gens, n'est-ce pas? Mais comme je dis, ça dépend beaucoup du lieu où on l'a fait et la possibilité de l'organiser, de la préparer. Est-ce que ces concerts sont financés par le secteur privé ou alors par le secteur culturel de la ville? La plupart, c'est le secteur culturel de la ville. C'est difficile d'avoir de l'argent privé ici, au moins enfin, pour la musique contemporaine. Alors, on essaie de le faire avec le secrétaire culturel, secrétariat culturel de la ville, des villes. Alors, le secrétariat culturel possède leur propre théâtre et vous donne la possibilité d'organiser ceci dans les théâtres. Un peu comme le système de Funarte qui a ses propres salles, disons. Maintenant, tu es en train de préparer un festival. Alors, peux-tu nous parler de ton festival et quand ça aura lieu? C'est le festival de Santo São Paulo de Neuf Musique, qui s'est fait déjà à São Paulo et Santos depuis 24 années. Aussi, c'est un très vieux festival, n'est-ce pas? Auparavant, c'était seulement à Santos, mais depuis 3 ans, on le fait aussi à São Paulo. Et cette fois-ci, c'est la première fois, c'est moi et mon groupe, le Nucleo Musica Nova, qui est en train de l'organiser. Nous avons décidé de l'organiser avec pas seulement des concerts, mais aussi avec des symposiums, séminaires sur deux thèmes. C'est la musique informatique et le multimédia. Alors, nous sommes en train d'inviter des spécialistes de plusieurs pays pour venir, pour avoir ne pas seulement le concert, mais aussi la discussion. Ça va être la deuxième quinzaine du mois d'août dans cette année. Est-ce que les dates sont déjà fixées et ça aura lieu à São Paulo? Oui. Ça fait en même temps São Paulo et Santos, qui sont une ville très proche. Ça va commencer le 20 août et va jusqu'à la fin du mois. Ça fera 12 concerts à São Paulo et 8 concerts à Santos. Alors, quels sont les compositeurs qui sont invités? Et si tu as déjà une idée un peu du programme ou si c'est déjà prématuré? Oui, tu sais qu'ici, à nos pays, on ne peut pas organiser avec si longtemps qu'on l'organise l'Europe. Alors, nous sommes en train encore de trouver d'argent pour le faire. Nous n'avons pas, même pas la moitié de l'argent qu'on aura besoin pour l'organiser, alors c'est difficile de se dire. Enfin, il y a plusieurs invités, quelqu'un ils ont déjà défini qu'ils vont venir, mais ils ne sont pas encore sûrs si nous pourrons l'inviter ou pas. Entre les Européennes, enfin, c'est Dieter Schnebel de l'Allemagne, c'est Dieter Kaufmann de l'Autriche, enfin,
on a invité même Pierre Boulez avec son ensemble l'intercontemporain pour y venir parce qu'il était très intéressé de venir. Mais enfin, ça dépend de la possibilité de la France payer son voyage, le frais de voyage. Même de la Suisse, on est en train d'inviter Thomas Kessler, que je le connais bien comme compositeur intéressé en informatique. Alors vu qu'il y a aussi un compositeur suisse qui va participer éventuellement à ce festival, peux-tu nous parler un peu plus aussi des symposiums qui sont prévus à ce festival? Oui, le plus intéressant, le plus important sera celle de musique informatique. On est en train d'inviter des compositeurs, enfin des musiciens qui travaillent avec, et aussi des techniciens. Ça veut dire des informatiques qui travaillent déjà au Brésil avec différentes parties soit de software ou de hardware, pour essayer de l'intéresser dans la musique, n'est-ce pas? Alors on va montrer tout ce qu'on fait dans différents pays avec des possibilités vives en temps réel avec des ordinateurs et des synthétiseurs, mais aussi des choses en bande magnétique pour les choses qui seront trop difficiles d'y venir, d'y avoir, n'est-ce pas? Et les symposiums alors va entrechanger des informations. Et on est en train d'inviter aussi plusieurs autres compositeurs des pays de l'Amérique latine. C'est presque sûr que Kröpfel viendra. Et de l'Uruguay, c'est Aronian qui viendra aussi. Et, enfin, de la Venezuela, peut-être Kuznis. De Bolivia, c'est Sergio Prudencio qui travaille là avec. Enfin, on fait essayer de travailler aussi du Brésil. J'imagine que tous ceux qui travaillent avec l'informatique et la musique ne sont pas beaucoup. Ils viendront pour changer d'information. Est-ce qu'avec l'Europe, est-ce qu'il y a, et le Brésil, que tu habites maintenant à Sao Paulo, est-ce qu'il y a des échanges personnels sur la musique concrète? Oui, toujours à titre personnel. Ça veut dire ce sont des compositeurs de nos pays qui visitent l'Europe et qui essayent d'avoir un étage. Moi, je fais par une fois un étage à Bourges, le studio de musique acoustique, et aussi un autre à Stockholm, à l'EMS. Enfin, mais pas organisé, ça veut dire pas d'un point de vue officiel. Pas parce que de toute façon la musique électroacoustique concrète, enfin, c'est pas, enfin, on dirait bien vu du point de vue politique officiel. C'est bien chose, enfin, une espèce de chose pas très bien connue, alors un peu mystérieux, alors c'est difficile de voir. Mais de toute façon, je crois que ça c'est en train de changer. Parce qu'il y a toujours plusieurs de gens qui ont envie de travailler avec. Des élèves à moi, des élèves à des autres compositeurs au Rio, des gens enfin, entre 20 et 24 ans, n'est-ce pas? Ici à São Paulo, j'ai 3 élèves, je connais des autres Rio aussi, enfin, ils sont en train de travailler très sérieusement. Et ça, enfin, peut-être pour la prochaine génération, ça va changer. Un travail un peu très lent, n'est-ce pas? À cause, comme je disais, de toutes ces petites difficultés qu'ils ont dans le point de vue de l'industrie culturelle. Et toi-même, est-ce que tu es enseignant ici à l'université pour la musique acoustique? Bon, tu sais, j'organisais un studio dans une des 2 universités à São Paulo, c'est pas la USP, mais UNSP, dans lequel j'ai travaillé pendant 3 années. J'organisais un petit studio, mais depuis ça, enfin, j'ai presque perdu l'intérêt. C'était le temps où aussi il était ici Michel Philippot, un compositeur français bien connu, qui organisait avec moi le studio. Mais il est parti, enfin, la direction de l'école a perdu intérêt avec, alors je suis sorti. Maintenant, je suis en train d'organiser un tout petit studio dans une école particulière, une école de musique particulière, en faculté de musique, n'est-ce pas? Mais là, enfin, l'intérêt, c'est tout à fait parallèle, c'est pas le plus important. Alors, je trouve le plus intéressant, c'est que je peux faire dans mon studio. Ici, j'ai organisé une petite école dans laquelle on donne des classes de travail pour synthétiseurs, ça veut dire la programmation des synthétiseurs, aussi le système MIDI, ça veut dire l'interrelation entre synthétiseur et ordinateur, et
enfin aussi sur l'enregistrement, la sonorisation, enfin, ce qu'on avait besoin pour travailler avec. Et finalement, là aussi, Greg Selleck travaille dans la composition, dans l'arrange, des arrangements de musique populaire. Enfin, on travaille en même temps avec des élèves qui travaillent pour la musique populaire et quelques autres qui travaillent plutôt pour la musique, comment on dit, sérieuse. Alors, je voudrais beaucoup te remercier de nous avoir reçus dans ton studio, ici à Sao Paulo. Et j'ai eu un plaisir, justement, que la musique concrète et électroacoustique prépare un festival prochain à Sao Paulo qui aura lieu au mois d'août. Et on pourrait redire les dates de ce festival. Oui, entre 20 et 29 d'août 1988. Merci beaucoup.